Alors Doumbé, moi je le connais depuis... je l'ai connu déjà il y a 10 ans. Il y a pas mal de temps là, quand il combattait en kick. Moi j'avais déjà tourné avec lui et très puissant. Je me rappelle qu'il m'avait séché au foie lors d'un sparring. Moi sincèrement je le vois gagner, et même si j'ai beaucoup de respect pour Baki, mais je vois pas comment il va pouvoir gagner ce combat. Je pense sur 10 combats, peut-être que Doumbé en gagne 8 quoi. Non, c'est même pas le fait qu'il y ait des trop grosses stars, c'est l'ambiance du club. Je la trouvais pas assez familiale, tu vois. C'est trop une usine, comme ils l'ont appelé, même Factory. C'était vraiment une usine, tu vois. Je vais laisser quand même le PFL l'annoncer, mais je vais vous donner un petit indice assez conséquent. Je devais combattre contre un adversaire pour l'Hexagone. Il y a eu une négociation qui a été faite pour donc pas pénaliser l'adversaire non plus. Donc je vous laisse tirer les conclusions de cet indice. Paris-Bercy, 7 mars, victoire des deux frères. Ça sera juste là. Avant que la vidéo commence, on souhaitait vous parler de notre partenaire Chain Nation. Chain Nation est une marque française qui propose une large gamme de bijoux, que ce soit des bagues, des bracelets et des chaînes aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Ils ont aussi lancé récemment leur collection de bijoux pour sneakers et tu pourras forcément t'y retrouver puisqu'il y a des pièces discrètes comme des pièces beaucoup plus drip que pourraient porter des combattants comme Israel Adesanya, Sean O'Malley ou encore Tyron Woodley. Si t'es plutôt fan de rap, sache que tu peux créer tes bijoux sur mesure et c'est ce qui s'est passé pour Gradure, Green Montana, 13 Block ou encore Ornette La Frappe. On tient à préciser que leurs produits sont de très grande qualité et surtout garantis à vie. Leur service client est aussi irréprochable, noté 4,7 sur 5 sur Trustpilot avec plus de 1800 avis. La livraison est gratuite et tes produits arriveront entre 2 et 3 jours. Si tu habites en dehors de la France, pas de souci puisqu'ils livrent aussi à l'international. Donc si tu souhaites faire un cadeau à tes proches ou à toi-même, franchement n'hésite pas, on te laisse le lien de leur site internet en description. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle interview Le Parcours. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je reçois aujourd'hui deux frères. On a également reçu deux frères sur la chaîne, les frères Bouganem et les frères Younoussov. Donc aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir les frères Najid, Yacine et Younes. Comment vous allez les gars? Écoute Cham, ça va très bien, merci. Ça va super. Nickel. En tout cas, merci à vous de nous avoir accordé cette interview. Donc on fait justement cette interview parce que vous venez de signer au PFL. Comment vous avez perçu la nouvelle? Écoute, très bonne nouvelle, l'une des plus grosses organisations mondiales. Et ce qui fait surtout plaisir, c'est qu'on a la chance d'y participer tous les deux, la même soirée, pour la première fois. Donc ça nous stimule, on va faire un camp d'entraînement ensemble. On est à fond, un petit frère. Donc, je vais vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas tout simplement. Donc, vous êtes frères jumeaux, même si tu l'as appelé petit frère. En fait, c'est lui mon petit frère. Donc, vous êtes né le 26 juillet 1985 à Paris, si je ne me trompe pas. Non, à Cannes. À Cannes. Dans le sud. Okay. Vous êtes né à Cannes. C'est le soleil. Ok. Donc, vous êtes d'origine marocaine. Ouais. Vous avez également un autre petit frère, si je ne me trompe pas, qui s'appelle Jawad. C'est ça. Deux petits frères. Deux petits frères, d'accord. Ouais. Un autre qui s'appelle Mehdi. Ok. Mehdi, vous n'avez pas de sœur? On ne pouvait pas se permettre parce qu'ils nous auraient retardé à l'entraînement. Et tu vois, mes parents voulaient vraiment bâtir une famille de guerriers. Même si les filles peuvent être des guerrières. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, j'aurais bien voulu avoir une petite sœur. Donc Yacine, tu as un palmarès de 9 victoires pour 4 défaites en MMA. Tu vas combattre face à Daniel Michelli lors du PFL Paris. Younes, du coup, toi aussi tu vas combattre lors de la même soirée, mais on ne connaît pas encore ton adversaire. Alors, il n'a pas encore été annoncé, donc ça sera la surprise. Hein. On va laisser le PFL faire son travail, mais ça va être annoncé incessamment sous peu. Ça marche. Donc toi, tu as un palmarès de 6 victoires pour 5 défaites en MMA. C'est ça. Tu devais combattre le 10 février face à Kevin Dell à l'Hexagone MMA. C'est ça. Finalement, tu as refusé l'offre, j'imagine, pour signer au PFL juste derrière. Alors voilà, moi je suis sous contrat avec l'Hexagone. Du coup, le manager Mathieu a fait du très bon travail. Il m'a fait signer au PFL. Donc je vais pas en dire plus, mais il y a quelque chose entre l'Hexagone et le PFL. Quoi. Ok, donc peut-être que c'est un one-shot comme les combattants de l'ARES peuvent le faire. C'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Vous savez, sur la chaîne, on a l'habitude de revenir sur tout le parcours global des combattants MMA. Donc première question pour vous, tout simplement, comment s'est déroulée votre enfance à Cannes? Très bien, je tapais pas mal dessus quand j'étais petit. Ça c'est la nuit quand même, puis après se réveiller.
Non, bah, ça s'est bien passé. Hein. Nous, on a commencé par le karaté. Hein, notre mère nous mettait des petites claques pour nous obliger à aller au karaté. Et du coup, aujourd'hui, on la remercie. Après, on a fait beaucoup de taekwondo, boxe thaï, toujours à Cannes. Donc, toujours dans les sports de combat. Et on était 4 frères, quasi du même âge. Donc, mon petit frère de 10 minutes, mon cadet. Après, on avait dit qu'il y a 1 an de moins. Et Jawad qui a 1 an de moins. Ah ouais, vraiment, vous avez très peu d'écart. Ouais. On est vraiment, donc c'est la même génération, même potentiel athlétique. Parce que je sais pas si tu as vu les photos de mes frères, mais. Ouais, ils sont balèzes. Ils sont très costauds, plus costauds que nous, quoi, enfin plus lourds. Et du coup, ben, on a toujours eu ce côté combat, chacun voulait être le plus fort. Et voilà, dans l'enfance, donc l'étude classique. Voilà, une belle enfance. Vous avez vécu plutôt une enfance modeste ou plutôt vous ne manquiez de rien durant votre enfance? Alors, on va dire plutôt modeste, qui ne manquait de rien. On va dire que les parents ont fait le maximum pour qu'on puisse déjà s'inscrire dans pas mal de disciplines, qu'on puisse performer dans les études. Donc, bon, on était dans un quartier classique, plutôt populaire, on va dire. Mais après, les parents, je pense qu'on fait un bon travail pour qu'il n'y ait aucun manque à n'importe quel niveau. Bon, du coup. Des passions particulières à cette époque avant de commencer le karaté? En fait, on a commencé le karaté, on avait 6-7 ans. Ah quoi. ouais, quand même. Ouais. Okay. Du coup, bon, au début, franchement, c'était pas une passion. Au début, c'était vous allez au karaté. Mais vraiment, on n'a pas envie d'y aller, vous allez au karaté. Donc on y allait. On avait fait du judo avant. On a même fait 1 an de judo. Judo, 1 an de judo. En fait, c'est mon grand-père, pour raconter une petite histoire, qui, avant de décéder, avait dit à ma mère inscris tes enfants dans les sports de combat. Et du coup, ma mère, ça lui tenait vraiment à cœur de perpétuer un peu l'héritage de son père. Du coup, elle nous a inscrits dans ces sports de combat et au final, maintenant, on s'est rendu compte que c'est dans notre ADN, quoi. On a toujours fait ça depuis, ça va faire 30 ans maintenant. Hein. Les sports de combat, ouais. On n'est plus tout jeune. Hein. Du coup, ouais, ça a toujours été études, sport, et les deux allaient de pair. Ouais. Vous parlez beaucoup de votre mère, mais est-ce que votre père a fait partie de votre enfance à une... Alors, il y a eu, bon, sans rentrer dans les détails, mais il y a eu des petits problèmes familiaux, on va dire. Mais les deux étaient présents. Ma mère, sur une partie de notre enfance, était plus présente, de fait. Après, on est aussi parti 1 an, on a vécu 1 an au Maroc, quand on était jeune, dû à divers problèmes familiaux, on va dire. Du coup, voilà, c'est plutôt ma mère sur une certaine séquence d'âge. Ensuite, mon père aussi s'est beaucoup investi pour essayer qu'on performe le plus possible. En fait, ma mère était plus dure et mon père était plus... C'était un complément, quoi. Ma mère, c'était plutôt les claques, strict. Et mon père, c'était plutôt je suis fier de vous. Donc ça fait Faites un peu ce que vous voulez. Ouais, plus souple, quoi. Enfin, ce qu'on veut, ça ce qu'il peut. Il avait un gros punch aussi. Mais ouais, c'était... Enfin, les deux, quand même, c'était l'objectif, c'était voilà, quoi qu'on fasse, qu'on s'investisse. Et ils nous ont beaucoup inculqué la valeur travail. C'est-à-dire, vous vous entraînez, vous étudiez, beaucoup sur les études aussi. Voilà, c'était études, travail, et après, bon, on avait une vie de jeune classique. Hein. Classique. Ouais. Pourquoi votre grand-père tenait tant à vous inscrire au karaté et au sport de combat en général? Je pense que c'est un héritage vraiment familial, parce que même mes tantes, mes oncles, tout le monde est passé par les sports de combat. Alors c'est vrai qu'au Maroc aussi, il faut savoir que ces sports de combat sont très populaires. C'est dans les 3 sports les plus pratiqués dans le pays. Du coup, je pense que c'est un héritage culturel, et mon grand-père, un peu plus particulièrement, a toujours été passionné par ça et a transmis ça aux différentes générations, quoi. Donc, on sait que la scolarité, c'est une partie très importante de l'enfance, tout simplement. On y passe beaucoup de temps à l'école. Quel a été votre parcours scolaire et quel genre d'élève vous étiez, vous deux? Je commence.
Bah déjà, on était deux genres d'élèves un peu différents, je pense. Ok. On travaillait déjà, on travaillait plutôt bien à l'école, hein. On n'avait pas le choix. Donc voilà, très studieux en classe. Moi, à titre personnel, j'étais assez réservé. Enfin, je le suis toujours d'ailleurs. Enfin, Donc, par contre, on travaillait. Enfin, voilà, l'objectif c'était d'avoir de bons résultats. Au niveau, pendant les pauses, la récréation, là, on était un peu turbulent. Ah ouais. Vous aimiez bien la bagarre ou qu'est-ce que vous appelez turbulent? Moi, jusqu'au collège, Ouais. moi, je me battais tout le temps. Ouais, ok. Mais je faisais un peu mon héros en fait. Des fois je me battais, c'était même pas mon. J'étais même pas dans l'histoire en fait. Je sais pas, je voyais un pote J'allais voir, je me battais avec des. Je sais pas, même au CM1, je me battais avec des CM2 quoi. Ouais, t'avais pas peur quoi. Non, bon, après j'ai plus peur du fait de rentrer à la maison, Ouais. du fait de ma mère, plutôt que de me battre avec les élèves. Donc ouais, pendant le collège, je me battais très régulièrement. Toi aussi un petit peu, mais un peu moins que moi quand même. Un peu moins. Ouais. Un peu moins. J'étais là pour te protéger. C'est marrant ça. Sauf quand tu fallait me protéger. Parce que voilà, c'est reste mon petit frère de 10 minutes. Et c'est une responsabilité quand même en tant qu'aîné. Tu vois. Vous avez eu à vous défendre mutuellement à une certaine période? Par exemple, toi, qui te battais avec quelqu'un, toi, après, t'es venu l'aider dans la bagarre ou... Jamais. Non, pas Non, vraiment. On ok. était plutôt tête à tête en fait. Hein. Ok, ouais. Aujourd'hui, ça se fait plus trop, malheureusement. Ouais, c'est plus trop, mais moi je sais que. Mhm. Ouais, c'était tête à tête. Ouais. Ça se passait bien ou pas forcément quoi. Mais ouais, on n'était pas. Moi, on n'aimait pas victimiser. On se serait jamais aller attaqué en à plusieurs groupe, sur une personne. Jamais, ouais. On a pu faire 2 contre 2, pourquoi pas, si l'opportunité s'était présentée. Mais pour le coup, elle s'est pas vraiment présentée, donc on s'était. On faisait des 1 contre 1 quoi. Mine de rien, on avait un code d'honneur quand même. Ouais. Non, mais vraiment, tu vois, c'était en mode. Si on brouille, déjà, on évite de donner le premier coup. Enfin, on avait cet esprit un peu. C'est vrai que jamais on. Voilà, martial, ouais. Alors, Donc, on était. Des petites règles un peu comme ça, qu'on se mettait. Mais si vous receviez le premier coup, forcément, après, Ah, là, ça c'est partait. Ouais. Ouais. Mais vraiment pas dans une optique. C'était dans une optique défense, quoi. Ouais. Il y avait vraiment un code. Même entre nous. Entre nous, quand on se battait, il y avait un code, c'était jamais de coup au visage. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'était en mode. On pouvait se taper là, on pouvait s'énerver, mettre la main ici, jamais de coup au visage. Après, c'était en mode lutte. Lutte à la marocaine. Ok. Et au niveau des notes, comment vous vous situeriez à l'époque? Bon, tu es toujours dans les premiers de la classe. Hein. Ah ouais? Ah, c'était une tête d'ampoule. Il était meilleur que moi à l'école. Ah, quand on était, ouais, parce qu'on était souvent dans la même classe. Ouais. Au collège, juste pendant 6e, 5e, on n'était pas dans la même classe, mais sinon tout le collège, on a été dans la même classe. Ouais, j'étais un peu meilleur. Ouais, c'est une petite tête d'ampoule. Et ensuite, quand tu arrives au lycée, bah, c'est lui qui a commencé à. Ah, c'est marrant ça. T'as pris un peu le dessus, je pense. Et c'est dû à quoi? Que j'étais meilleur? Ouais. Le génie. Non, bah en fait, si tu veux, j'ai été formé. Je suis sorti 10 minutes après lui. Ouais. Du coup, j'ai eu le temps que ton cerveau soit bien formé. Ouais, non, c'est marrant parce qu'il était meilleur quasi partout, sauf en français. Ouais, en littérature, En c'était un France, peu je meilleur. devais passer à quasi tout le temps. Ouais. C'est plus maths, physique, les sciences, quoi. Ouais, Scientifique quoi. ouais, plus scientifique. Et après, bah, chacun. Tu vois, quand on a grandi, bah, après, tu te découvres ce que t'aimes bien, ce que t'aimes pas. Et. Bah, après, tu étais plus travailleur un peu quand on était, par exemple, en prépa. Ouais, voilà. Et après, il a commencé à s'investir Je plus. travaillais un peu plus quand j'étais ouais. Lui, il disait non, je vais aller au taekwondo. Je vais aller au taekwondo. Ah, on a un examen demain. Non, je vais aller au taekwondo. Pas au taekwondo. Vous avez fait des compètes au niveau taekwondo, etc. Ouais. Ok. À taekwondo, c'est marrant parce qu'on a le même palmarès, entre guillemets, taekwondo. J'ai fait médaillé national élite. Et c'est quoi, c'est 1 an après, t'as fait pareil? Peut-être 2 ans après. Et 2 ans après, pareil, je prends mon il a pris la 3e place au championnat de France élite. Incroyable. Ben, on va justement revenir sur votre parcours dans les sports de combat. Je voulais aussi, avant ça, vous parler de votre lien avec le Maroc, justement. Est-ce que c'était un pays dans lequel vous vous rendiez assez souvent? Comme on dit tous les ans, souvent c'est ça, ouais, c'est ça, tous les ans bled. Et quel est votre lien avec ce pays, justement?
Donc on a vécu déjà 1 an au Maroc, quand on était tout petit. Donc forcément ça crée du lien. Et quand on était petit, on était quasi... Tous les étés, quoi. Ouais, tous les étés, c'était 2 mois au Maroc. On prenait la voiture, on chargeait les bagages et on traversait l'Espagne avec mon père, avec ma mère, et on allait au Maroc. Donc tous les étés, on était là-bas. Non, et puis même, je pense que c'est le côté aussi, cet héritage du grand-père pour les sports de combat, c'est vraiment un lien fort aussi avec le Maroc, quoi. Je pense que c'est une partie de notre ADN du Maroc, c'est aussi les sports de combat. Moi, je dirais que la France est plutôt un héritage éducatif, scolaire, on va dire, pleinement même. Et puis le Maroc, c'est plus ce côté-là sportif. C'est plus un héritage marocain que français, pour le coup, cet aspect-là. Vous vous rendez encore actuellement au Maroc assez souvent, ou c'était plus quand vous étiez... Non, on y va un petit peu moins du fait de nos activités professionnelles et de nos engagements ici. Mais oui, on essaie d'y aller assez régulièrement. Puis mes parents, ils sont souvent là-bas. On a toute la famille là-bas. Donc ouais, on a un fort lien encore avec le Maroc. Quand vous avez fait des études ensuite, je crois, scientifiques, plutôt. Vous avez fait un bac S, du coup, j'imagine? Oui, tout à fait, ouais. Okay. On a tous les deux mention assez bien. Okay. Ensuite, on a fait une prépa. Ensuite, on a passé des concours pour des écoles d'ingénieurs. Moi, j'étais plutôt orienté physique, mécatronique. Et lui, il est plutôt ingénieur mathématiques, financier. Clairement, moi, physique, je galérais un peu. Okay. Mais les maths, c'était carré, quoi. Moi, j'aime bien quand c'est carré. Non, puis même, toi, lui, il a fait beaucoup de bouts. Il a fait 2 masters. Un master en. Il a fait un diplôme d'ingénieur. Ouais, je fais ton CV vite fait. Un diplôme d'actuaire. Il a 2 masters en mathématiques, en modélisation, en économie. Excellent, excellent. Et là, il est en master de psychologie. Il a repris les études, là, en plus de son boulot et de l'activité sportive, plus de la salle. Et là, il a repris des études de psychologie. Okay. Et je pense qu'il a bien fait parce que... Ça va pas trop... Ok, mais c'est incroyable. Comme quoi, les combattants peuvent être des têtes. Hein. Faut pas forcément se... faut trouver un équilibre, non, c'est clair. Parce que des fois, les clichés, ils disent que les combattants, c'est pas trop des mecs qui pensent. Ils pensent plus avec les poings qu'avec la tête. Et finalement, vous êtes la preuve que non. Ouais, puis aujourd'hui, même dans les sports de combat, déjà, il y a beaucoup de... On n'est pas du tout les seuls. Hein. Ouais, il y a beaucoup de gens qui... On peut en citer plein. Il y a... on connaît Souil, qui est docteur en mathématiques. Qui combat à l'UE. Veda, qui est ingénieur en génie civil. Enfin, il y en a plein, quoi. Là, je te donne ceux qu'on connaît très bien. Ouais, mais les gens, ils ne savent pas forcément. Ouais, c'est vrai, cliché, ouais. Mais parce que c'est un sport, le MMA, c'est très stratégique, en fait. Tu vois, c'est pas... quand tu vois que tu connais pas, tu as une lecture biaisée, c'est violent, on voit du sang. Mais quand tu t'y intéresses un tout petit peu, tu commences à te dire... Ah, mais c'est super stratégique, là c'est un lutteur, ok, moi je suis plutôt un striker, je vais éviter de me faire amener en lutte. Et c'est un jeu d'échecs, tu vois. C'est qu'est-ce que je fais, et c'est très stratégique. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on aime trop. Parce qu'il y a ce côté aussi... cérébral, quoi. Ouais, intellectuel, stratégique, au-delà du dépassement physique, parce que aussi ça c'est une galère. Et puis même dans la préparation, je pense qu'aujourd'hui pour performer, il faut avoir une lecture scientifique de ce sport. L'alimentation, il faut un minimum de connaissances, mais vraiment scientifiques, quoi, sur comment fonctionne le corps humain, les apports caloriques, comment perdre du poids, le cutting, sur les performances physiques. Donc finalement, l'intellect fait partie intégrante de ce sport pour performer au niveau, quoi. C'est clair. Et comment vous avez réussi à mêler les deux, que ce soit votre carrière sportive, et vos études et votre travail actuellement en tant qu'ingénieur? On travaille dur, on travaille très dur. On a des rythmes assez soutenus. En plus, on a ouvert un studio training. Du coup, ouais, c'est vraiment de la planification, quoi. On a tout le monde, tous les êtres humains sur Terre, on a 24 heures. Faut essayer de dormir à peu près 8 heures pour être en forme, quoi. Et le reste, faut organiser son temps, quoi. C'est clair. Donc vous n'êtes pas trop sortis, etc., vu que j'imagine que vous n'avez pas forcément le temps.
Franchement, ouais, non, pas du tout, on sort pas. Bon, clairement. Toi, quand tu sortais un petit peu quand t'étais plus jeune, quoi, jeune et fougueux. Arrogant et insolent. À l'époque, ouais, ça va un petit peu, mais là, c'est vrai que le rythme, il fait que, bah voilà, il y a le travail, il y a la prépa, il y a les entraînements, les coachings, les études, là, que je suis en train de terminer. Enfin, d'autres trucs à côté. Younes aussi, là, d'autres. Ouais, non, on planifie tout, quoi. C'est, ouais, planification. Après, nous, on a de la chance, en fait, on a de la chance d'être passionné, tu vois. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et quand tu es passionné, bah, c'est du travail, mais t'aimes bien. Tu vois, nous, quand on s'entraîne, on kiffe. On est là, on se prend des soumissions, bon, ça, on kiffe moins. Non, tu te prends. Non, ça va, moi. Voilà, comme je me mets en danger pour être meilleur. Non, mais tu vois, il y a une part de plaisir qui fait que... ça, je suis conscient, on a beaucoup de chance d'être passionné par ce qu'on fait, tu vois. Et quand tu es passionné, bah, ok, c'est du travail. De l'extérieur, ça peut être des sacrifices. Mais oui, c'est des sacrifices, mais c'est aussi beaucoup de plaisir, beaucoup de moments avec les partenaires d'entraînement, les copains, tu vois, Qui deviennent des amis, même. Ouais, bien sûr, clairement. Et ça, c'est des moments uniques quand on voyage. Tu vois, on s'est retrouvé en Russie, en train de la Sibérie, pour un combat. Bon, malheureusement j'ai perdu, mais c'était quand même stylé. Non, ça fait des expériences qui sont assez... vous profitez quand même quand vous avez... Bien sûr. Ouais, c'est des trucs qu'on n'oubliera pas, tu vois. Donc on l'a pas rappelé, mais votre surnom c'est The Scientist. Pour vous deux, j'imagine. Ouais. C'est ça, pour vous deux? Ok, ça c'est suite à vos études. C'est un peu les études et un peu notre approche aussi scientifique du combat, quoi. Okay. Donc c'est... Enfin, la science, c'est assez général, on va dire. Mais même dans le MMA, on a vraiment une approche très scientifique de ce sport, quoi. Qu'est-ce que vous appelez un aspect scientifique? Bah, par exemple, dans la préparation, bah, on va mesurer sur chaque membre le taux de muscle, le taux de gras, on va mesurer notre VO2 max. On va avoir une bonne... on a pas mal d'indicateurs, on va dire, scientifiques. Bah, la VMA, on va regarder nos pulsations, voilà, tous ces petits aspects-là. Sur l'alimentation, on va compter nos calories pour perdre exactement ce qu'on veut au moment où on le veut. Donc c'est ça qui fait ces indicateurs précis, quoi. Ça, vous le faites à chaque combat? Alors selon la perte de poids qu'on a à faire, des fois il y a besoin d'être précis, rigoureux, des fois pas forcément. Là aujourd'hui, moi je n'ai pas énormément de poids à perdre parce que je combats chez les middleweight, donc j'ai pas besoin d'aller à ce niveau de détail. Yacine, je pense que lui, elle a besoin, mais je sais pas s'il va le faire. Ouais, puis la prochaine. De toute façon, aujourd'hui, quasi tous les combattants cette approche-là. Tu vois, ils font attention, voilà. Donc il y a ça, et il y a aussi, nous, si tu regardes nos combats, on a une approche technico-tactique, tu vois. C'est-à-dire que on va pas aller à la bagarre pour aller à la bagarre. Comme un Benoît Saint-Denis, quoi. Ouais. Ah, Benoît Saint-Denis, lui, sa force, c'est un mental de dingue, tu vois. Et après, c'est chacun son style. Mais nous, on a un style, on a une approche. Nous, notre objectif, c'est d'augmenter la probabilité de gagner. Tu vois. Et c'est vrai que quand tu rentres à la bagarre, ouais. ça peut être du 50-50, quoi. Ça dépend contre qui tu tombes, mais c'est assez aléatoire. Tout le monde va toucher. Voilà, nous, l'idée, c'est de toucher, de ne pas se faire toucher. Quand on est dans notre domaine proche, on va lutter parce qu'on sait qu'on a une bonne lutte, une bonne gréco particulièrement. Du coup, voilà, c'est... Tu vois, on essaye de faire d'aller vraiment dans le sens de prendre le moins de risques et laisser la part d'aléatoire la plus fine possible, quoi. Ok, ça c'est quelque chose dès le début de votre carrière que vous vous êtes dit de faire, ou c'est au fur et à mesure que les combats se déroulaient que vous êtes dit, ah bah au final, faut que j'adopte cette stratégie-là de prendre le moins de risques possible? Bah, en fait, depuis le début, si tu regardes nos combats, honnêtement, on prend pas beaucoup de coups. Tu vois, on prend. Parce que, voilà, soit on est collé, et là, on va lutter. Soit on va être loin, on va utiliser beaucoup nos jambes de taekwondo, parce qu'on a un background de beaucoup de taekwondo. Du coup, on a un style, bon, un petit peu atypique, et où on va pas prendre trop de dommages. Et c'est comme ça que tu dures. Tu vois, c'est comme ça que tu vois. C'est pour ça qu'on voilà, on a 38 ans et on n'a pas de séquelles physiques. Ouais, on se sent en excellente condition physique et mentale. Non, mais tu vois, mentale, t'es sûr? C'est parce que, bah,
voilà, de toute façon, pour durer et pour te faire plaisir. Pour pas prendre de dommages, il faut être stratégique. C'est sûr. Et nous, c'est l'approche qu'on a adoptée. Et après, chacun son approche et chacun... Après, pour répondre à la question plus précisément, au début, peut-être pas trop. En fait, on découvrait aussi ce sport. Je sais que moi, j'ai combattu, j'ai fait 6 mois de MMA, j'ai fait mon premier combat pro, tu vois. Du coup, c'était très tôt et j'avais aucune... en fait, c'était une découverte. Donc là, on n'avait aucun chemin, aucune voie. Et petit à petit, on a compris comment ça fonctionnait, comment fonctionnait le MMA. Et là, on a essayé de clarifier un peu plus notre stratégie, notre préparation. Et au fur et à mesure, ça c'est un peu plus structuré, quoi. Ouais, c'est vrai que même au début, les cuttings... on mangeait pas, quoi. Ouais. C'est vrai. Cutting, tu manges pas. Mais c'est pas un cutting, ça. Bah voilà. Maintenant, là, on est accompagné, tu vois. Il y a des diététiciens qui nous accompagnent, même dans la prépa, on est accompagné. Enfin, voilà, tout est fait pour optimiser la performance. Là, on sait que dans certains domaines, il y a des experts. Et tu peux pas être expert de tout. Et du coup, maintenant, on fait appel aussi à un diététicien, James, à Sébastien pour la préparation physique. Et ça aide pas mal, quoi. Et ça enlève une partie de charge mentale pour pouvoir faire, tu vois, tu te décharges mentalement sur ces aspects-là pour faire autre chose et pour être plus serein sur le travail, sur nos activités, quoi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à vivre du MMA, justement, ou vous faites des études et vous travaillez justement pour combler le fait que vous ne puissiez pas vivre du MMA? Aujourd'hui, on travaille tous les deux. Ouais. On a tous les deux des bons postes dans l'ingénierie, quoi. Le MMA, moi personnellement, même toi je pense, on n'a jamais vraiment l'intention d'en vivre, tu vois. Justement, c'est une passion, c'est très bien comme ça. On a un bon équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie sportive. On a quand même monté un studio coaching. Même ça, c'est plus par passion que pour vraiment en vivre, tu vois. Pour l'instant, on a un bon équilibre avec les deux. Moi, j'aimerais pas vivre que du MMA. Je sais pas. Pour quelle raison? J'aime bien mon travail aussi, en fait. Tu vois, j'aime bien l'ingénierie. Ouais. C'est. Non, mais... Pas du MMA. Pas du MMA. Non, ouais, je pense que c'est difficile de vivre du MMA. Okay. Honnêtement, quand t'es pas dans le top 10, star, quand t'es dans le top 10 UFC ou quand t'es ou PFL ou PFL ou enfin tu vois, il faut vraiment être connu en tant qu'athlète et en tant aussi que personnalité publique finalement, tu vois, parce que c'est ce que tu vends aussi. Donc c'est difficile d'en vivre. Après nous, ce qui est cool, c'est que, enfin ce qui a une force d'un côté, bon, c'est que en fait on fait ça parce qu'on a envie de faire ça. On n'a pas besoin de faire du MMA. Tu vois, quand on va dans l'octogone, je suis pas là, putain. Qu'est-ce que je fais ici Tu vois, on est là-bas parce qu'on a envie d'être là. Tu vois, et c'est ça la passion. C'est qu'on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de galérer, de s'entraîner, de se prendre des patates, d'en mettre. C'est ce que j'allais dire. Tu vois, j'apprends pas trop. Et donc là, on vit parce qu'on a des postes et tout. Le MMA, c'est clairement un bonus sympathique, tu vois. Mais on n'a pas besoin. Et c'est aussi ça que je trouve ça stylé, quoi. On fait ce qu'on aime faire. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et moi, on est conscient de la chance qu'on a, quoi. C'est une question que vous vous êtes posée à l'époque quand vous êtes lancé dans le MMA, le fait de pouvoir arrêter de travailler et vous consacrer uniquement à cette deuxième passion, j'imagine, après votre travail. Première passion. Première passion, le MMA. Alors, le travail. Enfin, moi, je trouve que c'est oui. Ma première passion serait le MMA. Okay. En fait, le MMA, ça a été une ligne directrice toute notre vie. Enfin, le MMA, les sports de combat en général. C'est une ligne directrice. On s'est construit autour des sports de combat. Tu vois, donc c'est notre ligne de vie un peu. Tu vois, tout le temps. Les moments où on ne s'entraîne pas, moi, je suis pas très bien. Tu vois, même psychologiquement. Tu vois, j'ai besoin de m'entraîner. Au même titre que les études au travail. Ça a toujours été une ligne, tu vois. C'est pour ça que c'est pas forcément... mais c'est complémentaire, quoi. Ouais, c'est complémentaire. Moi, je me suis jamais posé la question, je me suis jamais dit, je voudrais faire que du MMA. Okay. Ouais, pareil. Au même titre, je me suis jamais dit, je voudrais faire que. Je me suis toujours dit, les deux, c'est un très bon équilibre, tu vois. Ou peut-être je me suis posé la question, mais la réponse, c'est rapide, quoi. Non, j'aime bien aussi ce que je fais à côté. Pour moi, les deux sont complémentaires, les deux font partie de notre identité. Ouais, après, moi, à titre personnel. Non, mais. Moi, on dit que tu veux arrêter de travailler, t'as le droit.
Bah, s'il peut vivre en soi au PFL et gagner pourquoi pas ce tournoi dont on va revenir un peu plus tard dans l'interview, ce serait beau. Ah, ce serait super, ce serait Mais magnifique. tu as arrêté de travailler par exemple? Non, je pense pas que j'arrêterai de travailler, tu vois. Mais je prends énormément de plaisir au tout le process pour la préparation, et c'est pour ça que je dis la première passion parce que c'est un plaisir. Quand je tourne, c'est un plaisir. Tu vois, tout est un plaisir sauf la préparation physique. Ça, c'est... Si, là ça va maintenant. Ouais, ça va, mais c'est quand même dur, quoi. Mais ça reste un plaisir, quoi. Pour parler plus spécifiquement des sports de combat et du MMA, comment est-ce que vous avez découvert ce sport et fait le switch après le changement du taekwondo au MMA? Alors déjà on l'a fait assez tard. 28 ans, non? 27 ans. Ouais voilà, c'est peu avant. Toi un petit peu avant. Un petit peu avant, et mon petit frère m'a suivi. Ok. Ah bon? Ouais, c'était assez tard. Taekwondo, bon, on a fait médaille nationale, tu vois. Ensuite, franchement, moi, je voyais pas de... Bon, déjà, il y a deux aspects. Dans le taekwondo, même si tu es champion olympique... Niveau rémunération et niveau reconnaissance. Ouais, c'est niveau reconnaissance. Franchement, il n'y a pas grand-chose au final, hein, tu vois. Et déjà, pour être champion olympique, bon, tu vois, il faut faire que ça, je pense. Et donc ça c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est quand on fait des sports de combat, on veut savoir qui est le plus fort à la bagarre. Tu vois, c'est un peu un cliché masculin, mais qui est le plus fort? Qui est réel, ouais. C'est ça. Et la finalité, le sport le plus proche de la réalité, même s'il y a un petit peu d'écart avec la réalité, mais c'est le MMA. Du coup, bah, forcément, bah, en fait, quand on a fait le taekwondo, quand on était ado, on a fait quand même pas mal de boxe taille. Et même là, on voyait que c'était pas suffisant. Sur le pied-point. Pied-point, c'est pas suffisant. C'est pas quand tu. Ça veut dire un accrochage. C'est ça. La réalité, c'est que tu es souvent accroché. Ou alors, il faut être un bon lutteur pour ne pas se faire accrocher non plus. Du coup, bah, naturellement, la voie martiale te mène vers le. Je pense que tout sport de combat, si tu es vraiment en quête de la voie martiale, qui est le meilleur physiquement, en opposition, bah, tu vas vers le MMA et c'est ce qu'on a fait, quoi. Et moi, il y a eu un épisode assez marquant, c'est que je suis allé, donc on faisait beaucoup de boxe thaï et tout, et je suis allé à un pote dans le sud qui faisait du jiu-jitsu brésilien. Et ah vas-y viens et tout, et moi arrogant et insolent, ouais tu vois je fais des sports de combat donc je vais maîtriser. Je me suis fait rouler dessus. Ouais, forcément. J'ai tapé. C'est un autre sport. C'est un autre sport. J'ai tapé toutes les 45 secondes, je devais taper. Tu peux descendre un peu, 30 secondes peut-être. Ouais, franchement, c'était hallucinant. Voilà. C'était un truc de fou. Tu vois, et je me suis... Déjà, en termes d'humilité, bah, je peux te dire que tu gagnes en humilité. Parce que tu sais, quand tu as fait des sports de combat, même moi, j'avais l'impression que je pouvais gérer un peu. Sport de combat, c'est sport de combat. En fait, non, c'est pas le même sport. Je me suis fait allumer. Okay. Mais c'est ça que tu as découvert justement. Ouais, exactement. Et c'est comme ça qu'après, quand je suis monté sur Paris, bah, j'ai commencé je me suis dit, putain, il faut que je fasse ce sport. Et je me suis fait rouler dessus pendant longtemps. Et ensuite, bah, tu apprends, et ensuite tu prends goût aux soumissions. Après, tu fais de la lutte. Après, tu dis, bah, je vais aller au MMA. Tu vois, voilà, comme je disais Younes, après, c'est le sport qui offre le plus de variété technique, le plus complet, qui se rapproche le plus de la réalité, entre guillemets, bah, c'est la MMA. Après, tu fais du MMA. Vous avez découvert ça à travers l'UFC ou c'est justement des amis à vous qui vous en ont parlé du MMA? MMA, on connaît. On regardait au lycée. Multivision. Tu connais Multivision? Multivision. C'est Multivision. C'est à l'époque, c'était une chaîne où des fois tu voyais des combats de UFC. Tu vois, et nous on regardait. Ah, même au lycée, l'UFC existait, tu vois. Ça Ouais. commençait un petit peu, mais bon, ça fait des années là. Donc on regardait ça, mais d'un point de vue. Enfin, ouais, et puis on voyait même pas la technicité du truc. Pour nous, c'était de la bagarre, quoi. Et en plus, au début, l'UFC, c'était un judoka, un jiu-jitsu contre un mec de la boxe taille. Sans limite de temps. Donc ça, on regardait ça, ça nous intéressait. En gants aussi. Ouais, sans gants, ouais. Avec on c'était- pouvait tirer les cheveux. Ouais, c'est ce qu'il faisait Royce Gracie justement pour soumettre les mecs. Il tirait les cheveux du mec et tout. Ouais, mais c'était énorme. Tu vois, ouais, à l'époque c'était. Et là, maintenant c'est très sécure. T'as l'arbitre, c'est. Dès que t'es sonné. Consciemment, mais ouais. Ouais, avant, l'arbitre il intervenait avant que si. Là, dès que t'es sonné,
Tu vois la différence. Ça dépend quel arbitre, hein, parce qu'il y a des arbitres. Sonné, c'est. Non, si t'es sonné que tu peux pas te défendre. Ah J'ai voilà, fini, tu peux pas quoi. te défendre. Ouais. Voilà, c'est ça. Dès que t'es sonné et que tu peux pas te défendre pendant quelques temps, l'arbitre il intervient. Ouais. C'est super safe. Tu vois. En boxe, bah, on te compte 10 secondes. Et si t'es chaud, tu repars. Mais t'as quand même pris un gros choc. Donc en réalité, le MMA, c'est pas plus violent qu'un autre sport. C'est clair, ça. Tu vois. T'as moins de problèmes après cérébrales. Ouais, exactement. T'as un aspect Comme en lutte boxe anglaise, important. Ouais. En réalité, parce qu'on en a fait un sport super violent. Bah, c'est impressionnant parce que tu vois, il y a forcément des coupures ou quand tu regardes, je sais pas, un Rory McDonald contre Robbie Lawler, tu vois que les mecs ils sont en sang et tout, tu te dis ah ouais non mais c'est quoi ce sport en plus dans une cage, etc. Tu Oui, vois. il y a ce côté un peu Ouais, cage, ce côté, animaux. ouais, c'est ça, vrai. exactement. Ouais, c'est ça qui faisait qu'au début, ça a mis du temps un peu à être Légalisé légalisé en France. Ouais. Ouais, bah, 2020 justement, ça a vraiment pris du temps et là, aujourd'hui ça a explosé. Ah oui, là. Donc j'imagine que vous êtes ravis par rapport à cette démocratisation, on va dire. On est ravis de pas. On est encore dans le circuit. Et du coup, bah, ouais, ça fait plaisir qu'on ait pu combattre en France et que, voilà, que on a pu être dans la machine du MMA français et qu'on n'a pas. On n'a pas encore arrêté, on est encore dans le circuit, on a de la chance quand même d'être tombé. On arrive un peu en retard, mais on est quand même bien tombé, on a quand même de la chance par rapport à d'autres qui n'ont pas pu vivre C'est ça. ces expériences-là en France, quoi. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier combat et des sensations que vous avez ressenties lors de votre premier combat? Ouais. Ouais, ça, je pense que tout le monde se rappelle. Hein. Ouais. Bon, perso, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? C'est à Nice. 100% fight, non? Non, c'était à Nice. J'avais pris un Polonais. Dur, quoi. C'était dans quel orga? C'était un gala à Nice en pancrace. C'est Ok. pas MMA, Ouais. c'était en pancrace. Avant, bah oui, Ouais, avant que ce soit à l'époque, légalisé, c'est- c'était pancrace. Et sensation, je me suis dit, putain, c'est dur. Parce qu'en fait, à l'époque, on faisait pas de prépa physique. Et le gars en face, c'était un Polonais. Il faisait de la prépa physique, il était entouré de. Tu sais, il était venu avec une équipe, dont un du Bellator. Tu vois, c'était. Et bon, j'ai perdu split décision. Mais à chaque fois que tu perds, tu te dis pourquoi j'ai perdu. Et tu essaies de comprendre. Et là, en l'occurrence, bah, voilà, c'était cutting. Je devais faire 78 kilos. Peut-être que lui, côté, il devait faire 83. Tu combattais en quel KT à cette époque? C'est toujours des 77, je crois. 77. 77. Ouais, toujours en 77. Depuis. Depuis toujours. Ouais. Mais voilà, il y a 77 à l'époque. Et là, je commence à 77. Là, je pense que je suis un vrai welterweight. À l'époque, j'étais Lightweight. un 1077, quoi. Ah, mais moi, je me rappelle, c'était à Tours. J'étais là, d'ailleurs. Ouais, t'étais là. Ah. Moi aussi, j'étais là ton premier combat. C'est quoi, 2014? Ouais, dans ces eaux-là, ouais. Et j'avais pris un combattant qui avait 10 combats pro. Mais c'est normal ça? Bah, à l'époque, c'était normal, tu vois. Ok. Après, beaucoup de pression. Tu vois, nouveau sport. En plus, ça faisait très peu de temps que je faisais du MMA. Ça faisait 6 mois comme tu l'as dit. Ouais, c'est ça. Par contre, j'avais une très bonne team. J'ai eu la chance, quand j'ai commencé le MMA, je m'entraînais avec Emmanuel Fernandez, Pythagore Academy. Très bon coach, très compétent, très technique, un pionnier du MMA en France. Du coup, ça donne confiance aussi, tu vois, de s'entraîner avec ce type de personnes-là. Mais je pense que j'ai fait un combat pro sans être un véritable combattant professionnel, tu vois. Comme il disait, la préparation physique, le cutting, peut-être même la préparation mentale. Je pense que j'étais pas... C'était peut-être un peu trop tôt pour un adversaire de ce type-là à ce moment-là, quoi. Et pourquoi directement combattre en pro plutôt que de faire des combats amateurs comme on en fait aujourd'hui? Bah, alors déjà, il y avait un peu moins de combats amateurs, Je sais ça pas. se faisait un petit peu moins, quoi. Beaucoup moins. C'était pas Ouais. développé à l'époque. Et puis, t'as le direct. Puis le challenge, charbon, quoi. Ouais. Il y avait pas Ouais, de- puis le challenge, Puis il n'y avait pas de circuit amateur. Maintenant, Si, oui. un petit peu, c'était léger, mais... Très très léger. Ouais, c'est maintenant, pas oui, maintenant il y a beaucoup de combats amateurs. D'ailleurs, hier il y a eu le KOF, tu vois, la première partie c'était que des combats amateurs. Là, tu as un circuit amateur qui est super développé. Et c'est intéressant, du coup, tu peux y aller. Pour, voilà, maintenant, pour il les y a beaucoup de règles. Hein. Ouais, pour te former. Pour passer pro, maintenant, tu es obligé de faire Voilà. plusieurs Il y a combats la fédé amateurs. qui te donne des règles claires. À l'époque, Avant, c'était un peu plus open. Ça avait des avantages, ça avait des inconvénients. Mais bon, ça permettait de rentrer dans le bain direct et
de bien se remettre en question, de bien travailler quoi, l'entraînement. Quoi. Et comment du coup s'est déroulé votre premier combat? Sur une défaite, c'est ça? Ouais, alors moi j'ai commencé, c'était assez difficile. Hein. J'ai fait mon palmarès, j'ai commencé à 1 victoire, 3 défaites. Ok. Ouais, c'était que des soumissions. Hein. Ouais, c'est que des soumissions. Il Hein. donnait sa tête. Ouais, ouais, C'est ça? premier combat, c'est une clé de talon. Ok. Ensuite, Guillotine. ouais, guillotine ou étranglement arrière quoi. C'est des choses que tu as pu travailler du coup? Ah, j'ai fait que ça après. Hein. J'imagine. J'ai fait que ça, donc là je suis content, je suis quand même bien remonté, tu vois. Je passe d'un 3 à 6-5 quoi. Mais ouais, non, au début c'était. C'est difficile. Bah, surtout mentalement en fait. Le combat, je ressortais avec très peu de dégâts, tu vois. Ouais. Soumission, c'est pas très grave au final pour ton intégrité physique. Bien sûr. C'est pas grave. Mentalement, c'est super dur. Tu vois, quand tu arrives à. Déjà, tu commences un combat avec une défaite, c'est compliqué. Le deuxième combat, tu dis, j'ai pas le droit de perdre. Tu repères, waouh! Tu vois, t'arrives à un 2, t'arrives à un 3, t'imagines ton 5e combat, mais tu te dis, je peux pas quoi. Et c'est plus mentalement que c'est difficile. Et du coup, bah, ça te permet de travailler aussi sur ton esprit guerrier quoi. Et ça m'a stimulé quoi, tu vois. T'es dans le même cas que. Ouais. Non, lui justement, non. c'était pas mal parce que je me disais, j'ai le même niveau que lui, tu vois. et lui, là. Il se transcendait dans la. Ouais, puis il avait un. Moi, j'avais aussi plus d'expérience au sol. Quand moi, j'avais commencé le sol là, suite à l'épisode du Jiu-Jitsu brésilien. J'avais commencé le sol. Peut-être 2 ans avant de combattre, comme ça. Ouais, voilà. Donc j'avais fait quand même 2 ans de sol. Donc moi, le premier combat, je perds à décision partagée. Ensuite, je fais les contenders de Hatch. Donc je gagne le premier combat. Tout le monde est passé par les comptes. Ouais, quasi tout le monde. Ouais, contenders 100% fight, je pense en France. C'était stylé, tu vois. Franchement, il a participé, Hatch, à développer Le sport. Le MMA, le pancras à l'époque. Donc là, le MMA. Ensuite, donc j'ai perdu le deuxième combat et ensuite après j'étais trop bien. J'étais sur une série de 4-5 victoires, c'est ça? Ouais, même je suis parti de 6 victoires d'affilée ou moins? peut-être. Ouais, j'étais à 7-2. Après j'étais invité à un combat en Russie. Peut-être un peu tôt à ce moment-là, même si je me sentais bien et tout. Et voilà, après donc là j'ai perdu, après je suis allé à l'UA Warrior. Voilà, et là je suis là. Et c'était quoi votre objectif à cette époque? Juste de kiffer? Ou vraiment vous aviez l'UFC en tête et des grosses organisations comme ça? Bah, moi personnellement, 1-3, je pense que c'est jamais une grosse organisation au début, tu vois. Ouais. Mais par contre, même au début, franchement, je me suis jamais dit. Tu sais, on a commencé à quel âge? 28, un truc comme ça. Ouais, vous avez commencé assez tard quand même. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est devenir le plus fort possible, tu vois. Vu qu'on avait notre vie à côté qui était assez stable aussi, être le plus fort possible, monter le plus loin possible, sans objectif clair, défini, mais voilà, progresser, et plus on affrontera les meilleurs, et plus on sera fier de nous, quoi. Ouais, voilà, c'était prendre les combats, les plus grosses organisations possibles, sans mettre de nom, tu vois. Mais c'était les plus grosses orgas. Le RCC, déjà, c'était une grosse orga, qui n'est pas très connue en France, mais c'est... Le niveau est élevé, quoi. Ouais, le niveau est très élevé. C'est une organisation des pays de l'Est, c'est ça? C'est une organisation russe. Tu vois, tu as le M1 global et tu as le RCC. Ok, et moi tu connais. Voilà, RCC c'est moins connu, mais le niveau il est. Tu vois, ils te mettent des Roscoff. Balèze, ouais. Balèze qui s'entraîne dans le froid, dans une ville, c'est Ekaterinburg. Ok, je connais pas du tout. Laisse tomber, Perdu. c'est froid. Ouais. La Sibérie, t'as dit, c'est ça? C'était à l'entrée, quoi. Tu sais, c'était vraiment. Ouais, c'est un peu plus, ouais. C'était. Un peu plus à l'ouest. Une des plus grandes villes avant, Ouais. tu vois. Un peu plus loin que Moscou, quoi. Ok, Tu vois, un ok. peu après. Ah, beaucoup. Ouais. Enfin, il faisait super froid, c'était un autre moment. Mais c'était stylé, c'était une expérience stylée. Puis on est revenu. On s'est Et entraîné. qu'est-ce que pensaient vos parents du fait que vous fassiez du MMA? Enfin, que vous vous lanciez tout simplement dans la MMA? Il y a une petite anecdote. Ils comprennent pas. On leur dit, bah, c'est vous qui nous avez inscrit au Même début. à l'heure actuelle, ils comprennent pas? Bah, en fait, justement, ils comprennent, disent. ils comprennent pas. Oh, je sais pas, ouais, pas vraiment. En fait, ils peuvent pas regarder déjà. Ils ont regardé une fois. Un de vos combats? Ouais, j'avais un mec qui était monté sur moi, tu vois, et qui mettait des frappes. Finalement, franchement, il m'a rien fait, tu vois. Ok. Mais ils ont commencé à pleurer. Ah ouais. Pour les parents, c'est chaud. Ouais. Alors qu'au final, je suis ressorti, j'avais rien, tu vois. Mais ils comprennent pas. Puis même, ils se disent, c'est plus.
Enfin, C'est compréhensible. Est-ce que vous avez des enfants, vous, aujourd'hui? Non. Ok. Peut-être qu'après, quand vous aurez des enfants... Ah, moi, je pense que si j'ai des enfants, le MMA, je sais même pas. Hein, si, Tu les mettras pas... Peut-être d'un point de vue sportif, un peu de, tu vois, un peu de sol, un peu de boxe et tout, ça, c'est quasiment sûr. Ouais. Après, je sais pas si je voudrais les voir combattre ou pas, quoi. Ça dépend. Moi aussi. Ouais. Ok. Je sais pas. Franchement, ouais. Moi, Pas de problème par rapport. formation. Moi, tu vois, quand il combat, franchement, je préfère être à sa place combattre Ok. que être dans le coin. Oui, Ok, Tu vois. Donc je me dis, des enfants, tu vois, ça doit être dur, quoi, de voir ses enfants. Ça vous est déjà arrivé dans les sports de combat de vous remplacer, entre guillemets, de switcher si l'un n'était pas en forme, si, je sais pas si... Bah après, quand même, vu que c'est un milieu assez petit, tu vois, les gens, tu ferais reconnaître. Le seul truc qu'on a fait dans la prescription, c'est une pesée de taekwondo. Ok. Mais bon, c'est à 200 grammes près, tu vois. Tu sais quoi, je me pèse, donc moi je suis au poids. Il va, il se pèse. Je crois qu'il avait 200 grammes de trop ou quoi, tu vois. Et t'as 1 heure pour perdre du poids. J'y reviens une demi-heure après, je fais semblant d'être essoufflé, tu vois, et je me pèse à sa place. Mais c'était une petite compète, quoi. Mais sinon, non. Bon, après, c'est un milieu trop petit pour faire ce genre de choses, et puis ça peut te ruiner ta carrière, quoi. Tu vois, si, Mais dans le travail, justement, ça vous est arrivé de vous remplacer? Vous m'avez dit tout à l'heure, est-ce que vous pouvez raconter cette anecdote Ben, moi, je travaillais j'étais gardien de musée, c'était un boulot étudiant, et j'avais des examens à la fac. Et ben, je pouvais vraiment pas bosser, et en même temps, je pouvais pas m'absenter. Du coup, bah, j'ai demandé à Younes, vas-y, assure, 3 jours, si tu peux me remplacer, c'est pas très compliqué. Ah, c'est pas compliqué, mais c'était gênant, parce que t'arrives, Ouais, c'était... et je savais pas qui connaissait. Donc dès que je voyais quelqu'un, salut, ça va, tu vas bien? Il y a des gens qui devaient dire, c'est qui ce type, quoi? Salut, ça va? Salut, ça... Je disais ça à tout le monde. Tu vois, je savais pas moi qui connaissait. Donc c'était gênant. Bon, après, il m'avait expliqué, tu vas là, tu fais ci, tu fais ça. Donc j'ai fait, j'ai Très travaillé. clair. J'ai travaillé pendant 3 Il jours. n'a pas suivi ou il a réussi à les Qui suivre? l'a suivi, mais qui n'a pas su me donner les mêmes explications quand je suis Ah bah, revenu. en fait, moi j'ai fait plus de trucs après. Tu vois, j'ai fait la caisse, des choses comme ça, tu vois. Et lui, quand il est retourné, donc, bah, il y a plein de trucs qu'il n'avait pas bien compris. Tu vois. Parce qu'on m'avait pas expliqué. Du coup, il s'est fait remarquer, quoi. Il s'est fait vraiment remarquer, quoi. C'était mal, Excuse-moi. j'étais à la caisse, je savais pas comment ça marchait. J'envoie des messages. Vas-y, dis-moi là comment ça marche et tout. Je demande aussi au guide à côté qui travaille avec moi. Ah ouais, vous vous souvenez là tu sais, j'essaie de faire Ah, vous vous souvenez comment ça marche? Déjà, il me regardait un peu genre, t'es un âne quoi, c'est pas compliqué, tu vois, parce que c'était pas compliqué. Mais si tu l'avais jamais fait, ben, tu sais pas sur quel bouton appuyer, tu vois. Et je suis retourné, en plus on devait partir à 17h, moi je suis arrivé à 17h50, on avait un bateau parce que c'était sur une île. Elle m'a regardé, mais t'es dans un autre monde toi. Et moi j'étais, ouais, tu sais, tu fais rien, ouais, désolé. Ça doit être marrant. Ouais, c'est marrant maintenant, oui. Mais avec le recul. avec le recul. Quand j'étais devant elle, tu sais, c'était c'était moins drôle, ouais. Ah, c'était pas drôle, hein. J'ai dû sortir un truc. Oui, désolé, j'ai pas bien dormi. Ouais, vraiment, Yacine, elle était désespérée, quoi. Mais après, ça va, c'est bien passé le lendemain. Il y a une partie importante de votre carrière dont j'aimerais parler. Donc, vous avez enchaîné énormément de salles. Vous êtes entraîné dans beaucoup de salles vis-à-vis du MMA. Et vous êtes notamment passé par le CrossFight, aujourd'hui le MMA Factory. Quelle a été votre expérience là-bas? Et puis, est-ce que vous êtes entendu tout simplement avec les gens de la salle, etc. Bah moi, je suis resté 3 ans quand même là-bas. Quand même. Ouais. Bon, il y avait un bon niveau. Après, les entraînements pro, c'était pendant les heures de boulot. Donc, je pouvais c'est pas à y aller. midi, 13h. Ouais, voilà. Ou à 10h, je me souviens plus exactement, mais j'y allais que de temps en temps. Donc, et j'ai pas beaucoup combattu quand j'étais là-bas. J'ai dû faire peut-être 2 combats, tu vois. Pour quelle raison? Bon, pour quelle raison? C'est une très bonne question. Tu ne sais pas à l'heure actuelle pour quelle raison Bah pour quelle raison On a compris, pour quelle raison?
Parce que j'avais pas d'opportunités, quoi. Franchement, j'avais pas beaucoup d'opportunités. Mais c'est quelque chose que tu voulais combattre à cette époque. Moi, je voulais combattre, ouais. Ouais, pas d'opportunité, quoi. Je voulais T'as combattre, il n'y beaucoup avait, pas vraiment d'opportunités pour moi. Du coup, on est parti. Toi, tu m'as rejoint. En fait, non. Ouais, moi j'étais chez Pythagore. Il y a, je sais pas, il y a un bout de temps maintenant. Il y a 6 ans, un truc dans le- 5 ans. Alors, Alors moi, sur mon expérience, moi je suis resté qu'un an dans la factory. J'étais dans des clubs, j'étais dans un club plutôt familial, Académie Pythagore à Angoulême, qui passait à Bordeaux. J'aimais bien le niveau. Bon, les cours étaient. Il y avait qui à cette époque qui combattait encore à MMA Factory? Il y avait Samir Faïdjin. Il y avait Ngannou à l'époque, il y avait Nassourdine, Daguerre, les frères. les frères Imavov, Il y avait, Daguerre aussi. Il y avait tout le monde, David Beer, Michael Lebou, Tarakbi, Carla Mousso à l'époque. Tout le monde. Belal, Ouais, il y avait toute l'équipe, quoi. Il y avait vraiment un très bon niveau. Alors après, moi j'ai pas accroché avec le côté un peu, justement, moi j'aime bien les clubs un peu plus familiales, tu vois. Ouais. Là, il y avait vraiment des trop grosses têtes d'affiche, quoi. Des trop grosses stars, on va dire. Non, c'est même pas le fait qu'il y ait des trop grosses stars, c'est l'ambiance du club. Je la trouvais pas assez familiale, tu vois. C'est trop une usine, comme ils l'ont appelé, la Factory. C'était vraiment une usine, tu vois. Donc pendant un an, moi, c'était sympa, quoi. J'ai pas du tout combattu, moi, avec la MMA Factory. Et ensuite, je suis allé dans un club. On est partis tous les deux. On est partis, ouais. Chez Mathieu. Vous étiez managé par le MMA Factory ou pas à cette époque? Moi, non, parce que j'ai pas combattu du tout. Enfin, moi non plus. Ouais, attends. Toi non plus? À l'époque, il n'y avait pas les contrats de management, etc., tu vois. Ok. Mais C'est ton coach qui trouvait des combats, quoi. Nous, on n'était pas, tu vois, c'était pas priorisé là-bas, quoi. Tu vois, faut être honnête. Tu vois, nous, on était, enfin, en plus, moi, j'ai un palmarès. C'était à l'époque où j'étais à 1-2. Enfin, j'ai fait les contenders avec le MMA Factory. Et non, j'ai atterri à 2-2. Moi aussi, ouais, j'étais à. J'étais à 2-4, je crois. Tu vois. Puis, franchement, moi, c'est plus le côté club familial qui correspond plus à ce qu'on recherche, quoi. Du coup, on est allé à Free Fight Academy. Et là, Mathieu Nicourt. C'est ça, Mathieu Nicourt. Mathieu. Et là, depuis, on y est depuis pas mal de temps. Hein. Ça fait. Ouais, là, on a enchaîné les combats. C'est plus un club familial, là, pour le coup. Ouais, franchement. Nous, ça nous correspond plus, quoi. Ça, ouais, après, il y a pas de. C'est pas bien ou pas bien, mais nous, ça nous correspond plus à ce qu'on recherche, quoi. Tu vois. Et là-bas, franchement, avec Mathieu, on s'est bien entendu. L'équipe aussi là-bas, il y avait qui? Il y avait Nicolas Filipponi, Maxime Séban, enfin, il y avait Bourama, du bon niveau aussi. Du bon niveau et puis familial, quoi. Du coup, c'est ce qu'on recherchait. On s'est bien retrouvé dans ce club, quoi. Et puis là, aujourd'hui, on est managé par Mathieu, qui a créé sa structure managériale. Franchement, ça se passe bien. Mathieu qui est un pionnier du MMA pour ceux qui... Pionnier du MMA, ouais, bien sûr. C'est Free Fight Academy, c'est l'un des clubs. Et puis même, tous les gens du MMA Factory étaient là-bas avant, tu vois. Ils étaient d'abord chez Mathieu Nicourt, puis après, ça a été la suite, c'était le MMA Factory, quoi. Vous êtes également entraîné au Venom Training Camp. Est-ce qu'à cette époque c'était le MMA Factory ou c'était... Non, c'était pas le MMA Factory. À l'époque c'était Daniel. Ouais, Daniel Vorin. Qu'on connaît bien, on s'entend très bien avec lui. Un super gars d'ailleurs. Et un super coach. Ouais, vraiment. Très drôle. Ouais, il assure, franchement, il était top. Et on s'est entraîné. Moi je venais de temps en temps. Je venais un peu plus parce que je travaillais juste à côté. Voilà. Ok, Rungis. Ouais, je travaillais à 10 minutes, tu vois. 10 minutes à pied. Hein. Du coup, j'allais pas mal là-bas. Et puis on a bien accroché aussi avec Daniel. Et pourquoi cette décision de ne pas continuer justement à vous entraîner au Venom Training Camp? Même quand on s'entraînait au Venom, on était quand même à la FFA. Ok. Tu vois, on y allait en plus. C'était plus par rapport découverte, quoi. C'était plus par rapport à une dispo. Moi, c'était à côté de mon travail. Du coup, j'y allais. Moi, j'y allais samedi. Et lui, il venait, il était de temps en temps samedi. On allait, on s'entraînait. C'est un plus, quoi. C'était profiter de l'expertise de Daniel pour progresser encore, tu vois. Donc, plus tu tournes avec des grands du milieu, plus tu évolues, quoi. Donc, vous avez commencé le MMA il y a plus de 10 ans aujourd'hui, pratiquement 10 ans. Mais vous n'avez effectué qu'une dizaine de combats en carrière.
Comment vous expliquez ceci? Est-ce que c'est un choix? Alors, moi, ouais, j'ai dû faire 13 combats, quoi, en gros, mais c'est vrai que c'est pas énorme. Hein. Bah, il y a le boulot. Il y a le Covid à un moment. Covid, pas trop combattu. Pendant 2 ans. Ouais, donc là, il n'y avait pas de... Et puis, il faut savoir qu'un combat, c'est 3 mois de prépa. C'est une perte de 10 kilos. Enfin, au moins, c'est un gros cutting. Tu mets ta vie vraiment entre parenthèses, tu vois. Et donc, du coup, c'est compliqué d'enchaîner. Après, il faut aller vers les bonnes opportunités aussi, tu vois. Donc, c'est pour ça que, voilà, mêler un peu toute notre vie à côté et le MMA, ben, on arrive à des combats, voilà, à peu près. Je sais pas, Après, ouais, moi, il y a beaucoup aussi de questions d'opportunités et de blessures aussi, tu vois. Je me suis cassé la cheville, par exemple, ça m'a bloqué pendant je sais pas combien de temps. Je me suis fait une élongation du ligament. Il y a eu des combats qui devaient se faire qui ne sont pas faits finalement, qui ont été annulés aussi. Ça fait partie du jeu. J'ai changé de team aussi, tu vois. Donc, ouais, il y a opportunité, organisation et blessure, quoi. Est-ce que vous avez des inspirations justement dans ce sport, des gens qui vous ont motivé à vous dépasser ou des gens dont vous avez imité le style, entre guillemets, dont vous êtes inspiré plutôt? Déjà, moi, que j'ai beaucoup... Je sais qui tu vas dire, je pense. Ok. Lyoto the Dragon Machida. Ouais, moi, c'est vrai. Ok, ouais, bah, forcément, il vient du karaté comme vous. Ouais, mais avant qu'il soit connu, hein. Je suivais Machida, moi, c'est ses premiers combats à l'UFC, quoi. Et je le trouvais trop fort. Bah, tu vois, c'était vraiment le type qui tapait, qui se taillait, qui se faisait pas voir, qui était présent en lutte, très explosif, vraiment qui a réussi à adapter son style de karatéka au MMA. Tu vois, avec, au-delà d'un bon striking, une très bonne défense de lutte, un bon sol, parce qu'il est quand même black belt en jiu-jitsu, tu vois. Donc moi, j'ai beaucoup, voilà, l'un que j'ai beaucoup aimé, c'était le Machida, parce que bah, tu te reconnais un peu, tu es taekwondo, tu essaies d'adapter ton taekwondo au MMA. Donc ouais, c'est là que... Et après GSP pour son esprit. Martial, ouais. Ouais, pour ce côté un peu, voilà, martial art, jamais de... Toujours droit dans ses trucs, humble. Qui disait, tu sais, qu'il aimait pas combattre lui. Il stressait avant le combat et tout, mais quand il y allait, c'était un génie, tu vois. Et du coup, voilà, je dirais comme ça... Georges Saint-Pierre et Lyoto Machida, quoi. Ouais. Non, je dirais Fedor. Okay. La légende, tu vois. Explosif, toujours spectaculaire. Et voilà le personnage, tu vois. Quelqu'un d'humble, vraiment la force tranquille, tu vois. Ça... Et style de combat, vraiment, celui que j'aime bien, moi, c'est Stephen Thompson. Okay. J'aime bien, il met que des jambes. Et il sait bien défendre la lutte, j'aime bien son style, quoi. Je pense qu'il a... Bon, il n'a jamais eu la ceinture, mais... Il a failli l'avoir, hein, contre Tyron Woodley. Ouais. J'aime bien j'aime les trucs atypiques, tu vois. Ouais. Bah, d'ailleurs, moi, mon combattant préféré, c'est Anthony Pettis, Anthony Showtime Pettis, qui vient également du taekwondo comme vous, donc qui lui a réussi justement à adapter son taekwondo au MMA. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu du mal à faire au début, adapter votre taekwondo justement au MMA? Ouais, faut toujours prendre un peu ses marques. Il y a des choses qui ne marchent pas forcément au MMA, j'imagine. C'est clair. Bah, on l'a adapté, on a rajouté quand même beaucoup de lutte. Nous, on travaille beaucoup en gréco. Ouais, c'est ça que j'ai remarqué. Ouais, tu vois, du coup, bah, le taekwondo, ça permet d'avoir un style un peu atypique qui peut un peu surprendre. La distance, quoi, tu vois. La distance, tu vois, les jambes. Et après, bah, c'est du MMA, hein. Ça reste du MMA, donc il faut vraiment l'adapter à fond. Et bon, bah, je pense que... Vous n'avez jamais tenté un Showtime kick durant un combat comme il a pu le faire Anthony Pettis? Sur la cage, non, mais on a déjà tenté des coups de pied, tu sais, des retournés. Ok. Ça, si, on en fait pas mal. Hein. D'ailleurs, moi, peut-être ce qui m'a un peu calmé dans mon taekwondo, moi, je combats en moins de 84 contre un adversaire qui faisait de faire 1m95, tu vois. Et je mets un high kick, tu vois. Ma jambe, elle reste là. Aïe. Il lève l'épaule. Et il met deux crochets, il me casse mon nez, tu vois. Aïe. Mais c'était pas à la touche à cette époque, taekwondo? Non, je te parle en MMA. Ah, en MMA, ok. MMA où j'ai voulu justement, direct, j'arrive, on check, boum, high kick. Et là, je me suis fait... Comme Jordan Zebo, quoi.
Non, sauf que moi j'ai pu continuer. Ah ok, c'est pas fini comme ça. Né fracturé, mais dans l'action, j'ai pu continuer, j'ai placé un triangle, tu vois. Donc j'ai gagné le combat quand même. Ah, t'as gagné le combat malgré le fait que... Avec le nez cassé, tu vois. Mais ça m'a fait un peu revoir un peu Ton style. l'intérêt du taekwondo, mais aussi les risques, quoi. Forcément, après 1m95, c'est assez compliqué à aller chercher. Hein. Ouais. Mais j'ai une belle photo. Ok, tu nous montres. On la mettra peut-être à l'écran. Donc vous êtes les troisièmes frères qu'on reçoit sur la chaîne, comme je l'ai dit, après les frères Bouganem, les frères Younoussov. J'ai également interviewé Damien Lapillus, mais malheureusement pas encore Taylor Lapillus. Est-ce que le fait que vous soyez frères et que vous partagez une passion commune, c'est une force supplémentaire au quotidien? Ouais, clairement. En fait, ça crée une émulation. Tu vois, là, on va à la prépa physique ensemble. Ouais, c'est ça. Bah, il y a des petites compétitions, quoi, qui vont aller plus vite. À chaque fois, il essaie de me rattraper, tu vois. Ouais. Ouais, tu vois, qui va dépasser l'autre. Donc, c'est un côté stimulant. Et puis, tu sais, des fois, quand t'es pas motivé, bah, c'est bien d'avoir quelqu'un, tu vois, qui, lui, quand toi, t'es un peu moins motivé, lui va être un peu plus motivé et vice-versa, tu vois. Tu as toujours un sparring partner au final. Et t'as un sparring partner. Tu fais sparring, t'en as un en continu, donc ça c'est pas mal. Après c'est aussi des inquiétudes, ça reste mon petit frère. Et ouais, toujours dans la cage, franchement quand tu combats, t'as toujours une petite... moi franchement je préfère combattre que le voir combattre, tu vois. Ah, une appréhension, t'es là, putain. Ouais, tu stresses parce que tu vois stresser. Aussi, tu vois. Et le jour quand tu combats, quand ça commence, tu te dis putain, t'es dans l'action, quoi. Et ça, c'est quand même émotionnellement pas toujours facile, quoi. Aujourd'hui, vous n'avez pas combattu depuis plus de 1 an et demi, mais aujourd'hui, vous avez quand même réussi à signer au PFL. Comment s'est passé justement les dessous de cette signature dans l'une des plus grosses organisations aujourd'hui du MMA? Bah, c'est un gros travail de Mathieu Nicourt, hein, donc avec lequel on a signé un management. Il cherchait un combattant pour le tournoi 77. Du coup, Mathieu m'a proposé. Ensuite, Dan a regardé un peu. Le matchmaker. Dan a regardé le profil, a vu que Younes avait également été combattant, qu'on était frères jumeaux, qu'il y avait une histoire à raconter. Et du coup, il voulait nous signer tous les deux. Et c'est comme ça qu'on a signé au PFL. Donc, toi, Yacine, tu combats lors du tournoi à 100 000 $ des welterweight. Mais aujourd'hui, Younes, toi, on ne connaît pas encore l'identité de ton adversaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Je vais laisser quand même le PFL l'annoncer, mais je vais vous donner un petit indice assez conséquent. Je devais combattre contre un adversaire pour l'Hexagone. Il y a une négociation qui a été faite pour donc pas pénaliser l'adversaire non plus. Donc je vous laisse tirer les conclusions de cet indice. Gros indice en tout cas. Peut-être Kevin Dell, on ne sait pas. Peut-être, ouais. Du coup, toi Yacine, tu combats face à Daniel Michelli. Qu'est-ce que tu sais de lui et comment as-tu préparé ce combat face à Daniel? Je sais que c'est un adversaire solide, hein. Solide, plutôt lutte seul. Ouais. Comment je m'ai préparé? Avec l'équipe, hein, avec Younes, avec David Beer, avec Tahar, voilà, Steve, Karim. Steve, avec Karim. Abdel, bon, je ne peux pas les citer, mais ils se reconnaîtront. Voilà, de toute façon, ils se reconnaîtront, ouais, clairement. Donc l'idée, c'est d'adopter mon style, tout simplement. Plutôt striking. Après, s'il faut lutter, je lutterai avec lui. On sera prêt. Et grosse préparation physique aussi, pour être présent physiquement. Voilà, la préparation se déroule plutôt bien là. On continue le combat. On sait qu'il y a un certain Ibrahima Mané qui est présent dans ce tournoi, que tu as déjà pu affronter à l'ARES. Ouais. Est-ce que c'est déjà une éventualité que tu t'es dit que tu allais peut-être l'affronter une nouvelle fois et comment tu vois ce peut-être futur combat? Alors quand on aura gagné tous les deux, parce que je souhaite qu'on gagne tous les deux, déjà pour faire rayonner les MMA français,
On est donc second tour l'un contre l'autre. Comment je vois le combat, c'est un adversaire solide qui a enchaîné les victoires, qui m'avait donc battu par soumission lors du précédent Ares, après une tentative de soumission de ma part sur guillotine. Ça n'a pas marché la dernière fois. Est-ce que ça marchera cette fois-ci? Ou peut-être qu'autre chose fonctionnera. En tout cas, on sera prêt, on s'entraînera très sérieusement. Je sais qu'il a évolué aussi, hein, donc ça sera un combat différent, tout simplement. Même si c'est le même adversaire, ça sera un autre cadre. On sera préparé différemment l'un et l'autre. Et de toute façon, moi, c'est ce que j'aime, c'est les gros défis. Justement, en parlant de gros défis, vous allez combattre à Bercy devant plus de 20 000 personnes. Est-ce qu'il y a une pression ou le fait que ça se déroule en France, justement, ça tourne à votre avantage? Alors, il y a une pression, forcément. Bercy, 20 000 personnes. Après, c'est vrai que quand on combat, on est quand même dans notre bulle. On fait un peu abstraction de l'environnement. On a combattu devant 500 personnes, devant 5000. C'est pas le nombre qui fait la pression, c'est peut-être la grandeur de l'événement. Le fait qu'on combatte tous les deux aussi, la même soirée, à Paris. Est-ce que c'est la première fois que ça arrive? Ouais. En taekwondo, on avait déjà combattu ensemble. Ça n'a rien à voir. Donc ouais, c'est un grand enjeu là-dessus. Voilà, c'est pas le nombre qui fait, mais c'est stimulant. Après, la différence, c'est que PFL, c'est quand même une très très grosse organisation. Donc voilà, on reçoit des mails. Moi, dans mon boulot, des fois, je reçois des mails. C'est toi, Yacine, qui combat au PFL. Incroyable. Tu vois, t'as une forme de pression parce que c'est. T'as attendu, quoi. T'as attendu. Après, oui, il y a beaucoup de monde et puis on sera prêt. Il faudra gérer la pression. On sait qu'il y a Doumbé qui affronte Baki lors de cette soirée. Toi, notamment, Younes et même Yacine, vous aviez pu vous entraîner justement avec Doumbé. Comment vous le sentez justement pour ce combat et quel est votre pronostic sur ce fameux combat? Alors Doumbé, moi je le connais depuis... je l'ai connu déjà il y a 10 ans, quand il était dans le kickboxing. Déjà très talentueux à l'époque, très travailleur, très intelligent dans sa façon d'évoluer. On s'est revus là il y a 2-3 ans, là, quand il baissait à Clichy, on a pu tourner ensemble. Très dur maintenant, très physiquement, très physique aussi. Moi, de ce que je connais des deux combattants, Baki, je le connais pas vraiment. J'ai regardé ses combats, très talentueux aussi, très complet. Mais moi, je pense qu'il n'a pas les armes. Il n'y a pas un écart suffisant dans une des disciplines, sur le striking, ça va à l'avantage de Doumbé. Mais en lutte et au sol, je pense pas que l'écart soit suffisant. S'il y a écart, j'ai même un doute là-dessus. Ils ont peut-être. Doumbé aussi, je pense, un très bon niveau en lutte et au sol, donc je vois pas trop dans quel compartiment il prend l'avantage. Ah, c'est ça, donc je vois Doumbé vainqueur. En plus, tu as tourné avec Doumbé il y a 2 ans en lutte, donc j'imagine qu'il s'est amélioré. Et déjà, il était dur. Et comme je te dis, voilà, il est très intelligent, il est très travailleur. Donc moi, sincèrement, je le vois gagner, et même si j'ai beaucoup de respect pour Baki, mais je vois pas comment il va pouvoir gagner ce combat. Et justement, on sait que Doumbé il a une très grosse puissance de frappe. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu ressentir lorsque tu as tourné avec lui en kickboxing? Voilà, déjà il y a pas mal de temps là, quand il combattait en kick. Moi j'avais déjà tourné avec lui et très puissant. Je me rappelle qu'il m'avait séché au foie lors d'un sparring. Donc pour moi, celui qui battra Doumbé, il faut qu'il ait d'excellentes jambes, une excellente distance et un timing, quoi. Tu vois. Et Baki, il est pas mal en anglaise, les jambes correctes, très bon lutte, très bon sol, mais je pense que l'écart, il n'est pas suffisant pour pouvoir battre Doumbé aujourd'hui. Toi, Yacine, qu'est-ce que tu penses de ce combat? C'est un très bon combat pour l'MMA français déjà, même international, pour faire réunir le MMA. Maintenant, Cédric, j'avais tourné moi une fois avec lui, je le connais pas, c'est bien que Younes, on avait tourné là. Je l'ai trouvé déjà à l'époque très solide en lutte. Alors qu'il avait commencé il n'y a pas très longtemps, donc c'est un réel athlète. Baki, je le connais pas personnellement, mais j'ai regardé ce combat. Voilà, c'est un combattant plutôt complet, assez fort physiquement.
Maintenant, voilà, ça reste un combat. Je vois un avantage sur Cédric, mais ça reste un combat. Tout peut arriver. Comment ils vont gérer l'un et l'autre la pression? Voilà, est-ce qu'ils seront prêts le jour J? Bah, cette question, elle est difficile. C'est une question auquel il est difficile de répondre, quoi. Tu veux pas commencer sur le verdict? Ouais, j'ai donné un avantage à Cédric. Ouais. Mais je dis juste qu'il y a tellement de paramètres, il y a un gros enjeu, il y a une grosse pression que se met Cédric tout seul d'ailleurs. Parce que quand tu. C'est Trash talk. Ouais, trash talk. Après, il a montré qu'il savait gérer ça lors de son dernier combat. Ah, même depuis longtemps, quand il trash talk avec Murtel Gronart. Oui, t'as raison, c'est clair. Donc il sait gérer. Maintenant, voilà, ça reste un combat, c'est un main event, Paris-Bercy, grosse pression, gros enjeu, tout le monde en parle. Ça, c'est des facteurs aussi qui vont influencer Et la tactique, quoi. du combat. J'ai hâte de voir la tactique que chacun va adopter, quoi. Mais bon, d'un point de vue, je sais pas, moi, purement sportif, franchement, je pense sur 10 combats, peut-être que Doumbé en gagne 8, quoi. Ok. Intéressant à savoir. Pour en revenir un peu plus à vous, pour parler un peu plus de vous, quel est votre meilleur souvenir dans ce sport et peut-être l'un des souvenirs dont vous avez envie d'oublier, un souvenir qui ne vous plaît pas tout simplement? Moi, souvenir que j'ai envie d'oublier, il y a des souvenirs difficiles, mais j'aime bien les garder en tête, justement parce que ça te permet d'évoluer. C'est peut-être, j'étais sur une série de 6 ou 7 victoires et j'ai perdu en Russie, donc au RCZ. Ça, c'était très dur, parce que voilà, j'avais l'impression que j'étais bien, mais à cette époque, voilà, il me fallait encore un step pour combattre à ce niveau-là. C'est quand même un très, très gros niveau. C'était solide, le Roscoff, très très dur physiquement, et c'était un peu dur à digérer. Après autant de victoires, j'étais sur une très bonne lancée. Ça, c'était très difficile. Et le meilleur moment. Pas, on est là. Et le meilleur moment, j'espère qu'il est à venir. Paris-Bercy, 7 mars, victoire des deux frères. Ça sera juste là. Ouais. Plus beaucoup de personnes entendraient parler de vous, justement, si vous gagnez ces deux combats. Je veux dire, quand on aura gagné. Ça va donner de la visibilité, ouais. Et toi, Younes? Pire souvenir, je pense que c'était ma dernière défaite là. J'étais bien préparé, donc franchement j'avais aucune excuse. Bien préparé physiquement, mentalement. Malgré tout, je perds le combat. Donc c'était grosse remise en question. Surtout que j'ai fait un premier round où je dominais totalement. Je pense que ça m'a épuisé. Deuxième round, l'adversaire très solide, il a rien lâché. Il a réussi à me ramener au sol et à prendre le dos. Donc je m'en suis beaucoup voulu, quoi, et grosse remise en question parce que pour moi j'avais tout pour gagner, quoi. Et ton meilleur souvenir? Et meilleur souvenir, je pense l'UAE. Ton combat l'UAE là où tu as gagné en. Ah ouais, c'était pas mal ça. En 1 minute 30. L'UAE Warrior? L'UAE Warrior, ouais. J'étais dans son coin, il y avait un cousin aussi dans le coin, c'était très familial, quoi. Et ça s'est très bien passé. Et en fait, tout était fluide, tu vois. Et voilà, je pense que c'est. Je te montrerai la photo, il me regarde avec des yeux. Mais je trouve ça beau que le fait que tu dises que ton meilleur souvenir, c'est pas forcément un de tes combats, mais le combat de ton frère, quoi. Franchement, t'as plus. T'as autant de plaisir à. Quand il gagne, j'ai l'impression que j'ai gagné, tu vois. Et quand il perd, j'ai l'impression que j'ai perdu. Parce qu'on s'entraîne tout le temps ensemble. On est tout le temps dans le dur ensemble, les prépas ensemble, on soutient moralement ensemble pour la victoire, tu vois, même avec mes autres frères. Et je te dis, même quand il combat, à l'inverse, j'ai plus de pression quand je suis dans le coin. Tu vois, j'ai envie de rentrer dans la cage à sa place, tu vois. Et du coup, ouais, je te dis, franchement, j'ai l'impression que voilà, quand il gagne ou quand il perd, c'est comme si c'est moi qui gagnais ou qui perdais, quoi. Magnifique, je pense qu'on va se quitter sur ces mots, Yacine et Younes. En tout cas, merci beaucoup à vous pour m'avoir accordé cette interview. Merci à toi. Merci le parcours. Il n'y a pas de souci. Et on vous souhaite bonne chance pour la suite de votre carrière et les 2 victoires du coup au PFL Paris. Merci en tout cas pour le soutien. Ça va le faire. Et on va tout faire on va travailler dur pour.